Bonjour, je remercie Denis qui m'a posé cette question cette semaine, à savoir est-ce que le prana est assez intelligent pour savoir ce dont nous avons besoin en termes d'apports nutritifs comme les vitamines, les oligo-éléments, les protéines, les glucides, les lipides, vous savez, le potassium, le sodium, le calcium, tout ce dont nous avons besoin pour assurer la survie, le maintien en vie de l'organisme. C'est une question qui rejoint complètement celle que l'on me pose fréquemment dans les conférences, à savoir comment est-ce que l'on fait quand on se nourrit du prana pour ne pas être en carence, en manque de sucre, de sodium, de tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai déjà dit que, étant vibratoire avant d'être biologique, si nous nous nourrissons à la source, et donc source vibratoire, depuis le champ unifié quantique, depuis cet environnement qui est fondamentalement vibratoire, énergétique, ce qui a été largement démontré par la science quantique depuis le début du XXe siècle et progressivement jusqu'à aujourd'hui, puisque depuis la physique quantique du début du XXe siècle sont nées des disciplines comme la psychologie quantique, la médecine quantique, etc. etc. Et si nous nous nourrissons de ce dont nous sommes composés au niveau du corps physique, c'est-à-dire de vibrations densifiées, si nous nous nourrissons de cette vibration de la vie, énergie universelle de vie, eh bien, il n'y a aucun souci. Considérant aussi que tout ce qui est manifesté dans le champ physique, dans la dimension physique, considérant aussi que tout ce qui est manifesté est visible à l'œil nu ou sous le microscope, comme ces substances vitales indispensables pour le maintien en vie de l'organisme, si on considère que toutes ces substances sont faites d'énergie de vie densifiée, que l'on va spécifier comme étant potassium, sodium, magnésium, calcium, etc. Si tout ça c'est fait à la base de l'énergie de vie, comme tout le manifesté du monde minéral ou végétal ou animal ou humain, eh bien il n'y a aucun souci. Après, est-ce que le prana est assez intelligent? C'est sûr qu'on n'a pas fait passer au prana un test de quotient intellectuel, ni de quotient émotionnel, QI ou QE, mais on pourrait très bien se poser la question: comment est-ce que les poumons ils savent combien de litres d'oxygène nous devons respirer par 24 heures ou par minute? Comment est-ce que le cœur fait pour savoir combien de litres de sang il doit recevoir en retour veineux et oxygéner avant de l'envoyer dans l'organisme? Combien est-ce que le foie fait pour savoir à quel débit est-ce qu'il peut filtrer le sang de ses impuretés? Comment est-ce que les reins peuvent savoir quel est le débit idéal qu'ils doivent assurer pour filtrer le sang et constituer ainsi les déchets qui vont partir dans l'urine, et la composition, la fabrication, l'élaboration de l'urine elle-même? Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous ne nous posons pas de questions, les reins, le foie, les poumons, le cœur, et toutes les grandes fonctions, toutes les autres fonctions de l'organisme. Alors, c'est ça qui m'interpelle aussi. Pourquoi se poser autant de questions sur l'énergie universelle de vie? Quand on a mis en évidence que nous avions tout un système énergétique qui est intriqué dans le système vasculaire, respiratoire, musculaire, osseux, endocrinologique, donc hormonal, neurologique, etc., etc. Pourquoi se poser autant de questions sur quelque chose qui a déjà ses bases scientifiques validées à partir de la cartographie énergétique elle-même établie à partir du réseau des méridiens, du réseau des capteurs praniques, et donc de toute cette distribution dans l'organisme des cristaux d'apatite qui sont eux-mêmes transmetteurs, capteurs et transmetteurs de l'énergie de vie, de la particule de lumière et donc du biophoton. Pourquoi se poser autant de questions sur le prana? Parce que
certainement nous sommes en Occident, et en Occident on aime bien savoir et comprendre. Or, savoir, c'est ne voir que ça. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une explication réelle, scientifique, démontrée ou hypothétique, ou imaginaire, ou symbolique, ou fantaisiste, ou avérée, solidement établie, mais ça reste jamais qu'une explication. Et on n'a jamais toutes les explications. Alors bien évidemment, il n'est pas question de tout accepter, de tout croire, de tout, entre guillemets, avaler. Bien évidemment. Mais à un moment donné, le mental est limité, parce qu'il ne peut pas tout intégrer, qui plus est que la science, si on peut dire ça, la science pranique, la santé par le prana, a fait l'objet de très peu d'études à cette heure-ci, en tout cas en Occident, très peu d'études. Même si l'université de médecine de Brasilia au Brésil a mis en évidence en 2012 que 20 minutes de méditation pranique par jour était très bon pour la santé immunitaire, puisque ça renforçait l'action des globules blancs des lymphocytes T. En Occident, on aime bien valider les choses du vivant, de la nature, par notre cerveau gauche, cartésien, analytique. Et donc, une fois encore, à partir de ces validations, d'adhérer et donc de croire à ce qui a été validé. Or, c'est toujours rester dans le champ des limitations, parce que nous développons ce « je crois ce que je vois » au sens large. Et donc, nous avons tous tendance à ne pas croire ce que nous ne voyons pas. Et donc, le cartésien va se baser sur les 5 sens, et donc parce qu'il voit, parce qu'il touche, parce qu'il peut entendre, sentir, eh bien il va le valider. Mais dans le monde de l'invisible, dans le monde du vibratoire, de l'énergétique, il y a tellement de choses inexpliquées, et pourtant qui de façon pragmatique et manifeste fonctionnent. Exemple, le Hollandais Wim Hof, qui est un grand familier de l'environnement du froid, dans la neige, la glace, et qui peut descendre sa température jusqu'à 34 degrés, je crois, et qui peut rester exposé au grand froid jusqu'à 1h30. Chose que l'humain, entre guillemets, ordinaire, comme vous et moi, ne saurait faire, puisque au-delà d'une demi-heure, nous serions morts. Autre exemple, le Serbe Biba Struja, qui est officialisé dans le Guinness des records, lui peut tenir dans ses mains des câbles de 10 000 volts d'électricité sans brûler, sans mourir, et même ne rien ressentir. C'est un cas unique au monde a priori, et les médecins, les scientifiques n'ont pas d'explication. Alors dans ce contexte de réflexion, je ne peux m'empêcher de penser à Einstein qui avait dit, paraît-il, que la théorie, c'est quand on sait l'expliquer mais que ça ne marche pas forcément. La pratique, c'est ce qui fonctionne mais qu'on ne sait pas toujours expliquer. Donc entre théorie et pratique, bien évidemment, il y a un équilibre à trouver. C'est pas parce qu'on sait expliquer, comprendre tout, que forcément ce tout fonctionne. Et après tout, à quoi ça sert de tout vouloir comprendre si ça reste dans le fond d'une étagère et que ça gonfle notre bibliothèque intérieure, à savoir notre culture, puisque par définition c'est encombrant et on va même prendre le risque de l'oublier, alors pourquoi l'entasser? Ce qui est vraiment en contraste avec l'invitation qui est faite par la nourriture en conscience, la nourriture pranique, qui est d'apprendre à voyager léger. Alors pourquoi s'encombrer? Pourquoi se surcharger de données qui sont relativement théoriques à partir du moment où on n'en fait pas forcément l'expérience? Or, dans cette expérience, il va être davantage question de connaissance plutôt que de savoir. Le savoir, c'est ne voir que ça, c'est limité, c'est restrictif, et c'est
séparatiste de ne pas pouvoir englober toutes les données puisque c'est à la base décortiquant, c'est à la base fragmentaire. Le connaître, c'est naître avec, c'est-à-dire qu'à partir de données théoriques, nous allons vivre quelque chose et connecter d'autres réalités derrière et qui vont ne pas nous limiter dans la pseudo-conscience mentalisée, laquelle se renforce avec les données théoriques, avec le savoir, et qui au passage gonfle l'ego, chez tout le monde, chez vous comme chez moi. Mais au contraire, l'expérience de vie, elle, va renforcer cette connaissance et ainsi permettre d'intégrer des données plus globales, plus entre guillemets holistiques et quelque part plus authentiques, plus intéressantes parce qu'elle envisage un maximum de données. Ce n'est plus une démarche fragmentaire en vue de données fragmentées. Autre phénomène inexpliqué par la science aujourd'hui, c'est par exemple l'électricité. On sait qu'analyser et produire de l'électricité, mais en réalité, qui sait expliquer qu'est-ce que l'électricité? Ce qui montre bien que on ne sait pas forcément ce que l'on utilise, on ne connaît pas forcément et on n'a pas forcément expliqué ce que nous utilisons tous les jours, mais absolument tous les jours dans notre quotidien, qui est l'électricité. Autre exemple de phénomène inexpliqué, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Aucun psychiatre, ni neuropsychiatre, ni psychanalyste, ni psychologue ne saura définir ce qu'est la conscience. Sinon, au travers d'un comment ça fonctionne, mais en tant que tel, qu'est-ce que la conscience? J'ai personnellement pas de réponse. Si vous en avez une, je serais très curieux et très friand d'avoir votre réponse. Donc d'ores et déjà, je vous invite vraiment, je vous propose et je vous remercie pour les petits commentaires que vous pourrez faire sous cette vidéo et qui pourraient aller aussi dans le sens d'une définition sur qu'est-ce que la conscience. Je crois que derrière cette question, est-ce que le prana est assez intelligent pour savoir ce dont nous avons besoin? À partir du moment où nous cherchons des réponses, des explications, c'est légitime, c'est très méritant de ne pas en rester là et de se donner les moyens de comprendre quelque chose, d'en faire le tour, bien évidemment. Mais à partir du moment où nous cherchons à mettre des mots sur quelque chose qui est de l'ordre justement de la conscience, la nourriture pranique c'est une nourriture en conscience d'abord. À partir du moment où on cherche à mettre des mots sur la conscience, eh bien nous ne sommes déjà plus dans la conscience, puisque forcément les mots appartiennent au mental et nous ne sommes plus dans la conscience. Ce qui me fait dire que certes, il y a ce savoir qui est limité, limitant, mais il y a aussi cette expérience de vie, cette connaissance qui permet d'élargir cette notion du savoir. En passant par quoi? En passant par l'expérimentation au sein de notre laboratoire, qui est notre corps, et ce, tous les jours. Donc, distinguer ce savoir du ressentir à partir de ce que l'on vit avec son corps et dans son corps, mais aussi de cette capacité à être en conscience avec quelque chose. Donc je sais, je sens ou je suis. Qu'est-ce que vous préférez finalement? C'est cette fameuse personne qui était venue m'écouter en conférence à Paris il n'y a pas si longtemps et qui à la fin de la soirée reprend son imperméable et tourne les talons vers la porte de sortie en disant « Je suis contente, j'ai emmagasiné plein d'informations ». Oui, mais à quoi ça sert si c'est que de l'information qui dort sur une étagère et qu'on va accumuler, déposer un peu de poussière dessus et puis oublier finalement. Le savoir, je crois, a ses limites et finit par nous alourdir. Je m'amuse à dire maintenant, je l'ai encore dit ce matin, moi qui ai beaucoup lu, beaucoup étudié et qui a beaucoup de livres chez moi, encore, et maintenant je pense que j'en ai de trop, mais je trouve que les livres ont tous les défauts. Les livres sont chers, ils sont lourds, ils prennent de la place et ils prennent de la poussière.
le juste milieu. Et puis, qu'est-ce que je préfère, savoir ou connaître? Est-ce que je préfère me remplir de données théoriques ou est-ce que je préfère vivre des expériences de vie, expérimenter pour comprendre et déduire des explications, des compréhensions? Est-ce que vous préférez une approche déductive qui permet à partir de l'expérience de déduire des données théoriques, ou est-ce que vous préférez une approche inductive qui permet à partir de données théoriques d'élaborer des expérimentations possibles? Il y a, si on élargit la question du prana à la nourriture en conscience et à la vie en tant que telle, il y a tous ces phénomènes que l'on ne saurait expliquer et pourtant que l'on peut constater une fois dans sa vie au moins. C'est par exemple en février 2016, j'ai réalisé mon premier stage en nourriture pranique de 2 semaines dans les Pyrénées-Atlantiques avec quelques stagiaires. Et nous étions une après-midi dehors, dans le pré, à discuter ensemble. Et Caroline s'est soudainement arrêtée pour nous faire remarquer que dans le ciel au-dessus de nous, il y avait un nuage parfaitement dessiné, un gros nuage parfaitement dessiné en forme de cœur. Mais c'était impressionnant tellement il était bien fait. C'était pas de l'à peu près flou, un petit peu difforme, mais c'était vraiment magnifiquement bien taillé et un énorme nuage. Et il a suffi en quelques secondes pour que ce nuage, avec l'effet du vent, puisse aussi se défaire. Comment expliquer ça? Certes, nous allons mettre une étiquette qui est une synchronicité. Peut-être qu'à ce moment-là, nous parlions de l'énergie, de la valeur et de la puissance du cœur. Et qu'à ce moment-là, nous regardons le ciel et il y a un nuage en forme de cœur. Mais au-delà de la synchronicité, comment expliquer que ce nuage s'est fait à ce moment-là et devant nous, et à cet endroit-là? Aucune explication. J'étais en juillet 2013 au Bhoutan. Bhoutan, pays de l'Himalaya que j'ai parcouru en 21 jours, en 3 semaines, d'ouest en est, sur la route principale. Et une fin de nuit, dans mon lit, en état modifié de conscience, en état de semi-sommeil, je me suis vu réaliser un soin énergétique sur le bras de la femme d'une connaissance habitant dans ma rue, dans ma commune, à 10 000 km du Bhoutan et donc en France. C'était le bras droit où je réalisais une connexion, une reliance de 2 doigts. Index, pouce à bout de doigt. Coude, doigt, avec mes 2 index ou mes 2 majeurs. Je crois que c'était les 2 index, Et comment expliquer que je réalisais à mon insu, tout en étant conscient, ce soin, sans qu'il y ait eu de contact avec la femme de cette connaissance, sans qu'il y ait eu de demande, sans qu'il y ait eu de préparation de ma part, sans qu'il ne se passe rien du tout, en amont de ce soin, sur le bras droit de cette personne, avec une information énergétique de très basse fréquence vibratoire à l'issue de ce soin qui m'a sorti de cet état intermédiaire de veille-sommeil en fin de nuit allongé dans mon lit. Et de là, de contacter son mari et de lui demander comment allait sa femme et surtout le bras de sa femme. Et lui de me répondre 2 heures après, en échange SMS avec le décalage horaire, de me répondre que justement ça allait mieux et qu'ils étaient, lui et sa femme, en consultation chez le médecin homéopathe dans le département à côté, en l'occurrence dans les Vosges. J'étais déjà très interpellé. Au retour de voyage, j'ai profité de voir ce voisin dans la rue pour lui dire bonjour et de lui raconter cette expérience nocturne, ce à quoi il a réagi en devenant tout blanc du visage, comme si le ciel lui était tombé dessus, et de me dire viens chez moi, il faut que tu racontes ça à ma femme. Ce que j'ai fait 5 minutes plus tard, et sa femme
de relever la manche de son pullover du bras, de me montrer une légère cicatrice et de me dire précisément là où s'était fait le soin, quelques jours auparavant, à 10 000 km de distance, et de me dire, tu vois là, il y a une cicatrice, c'est le chien, il y a quelque temps il m'a sauté dessus, il m'a griffé, j'ai commencé à faire une septicémie, on est parti chez le médecin, ça va beaucoup mieux. Quelle drôle de coïncidence, quelle drôle de synchronicité. Comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer ce qui s'est vécu à ce moment-là, à mon insu, tout en étant quasi conscient et correspondant véritablement à un petit problème de santé, un accident survenu en l'occurrence chez Anne. Ça fait partie de ces phénomènes de la nature, comme le phénomène pranique, qu'à ce jour nous n'avons pas forcément tout compris et validé, en tout cas scientifiquement, mais pour autant de façon empirique, pragmatique. Eh bien certes, c'est quelque chose qui se vérifie dans le fait de pouvoir le vivre. Je suis à cette heure-ci non loin de la ville de Shawinigan, dont la petite bourgade Grand-Mère est rattachée. Et à Grand-Mère, il y a ce rocher qui représente le profil d'un visage de grand-mère, d'une grand-mère, et qui correspondrait à la légende entretenue autour de cette petite bourgade, qui a pris le nom de grand-mère. Et la légende dit que un grand chef amérindien vivait ici. Il y a de cela bien longtemps, sa fille unique tomba amoureuse d'un aventurier de la tribu. En condition à leur mariage, le père demanda que cet aventurier lui rapporte un canot rempli de fourrure de qualité. Sur un rocher au centre des chutes d'eau, promesse fut faite mutuelle des deux amants à rester fidèles l'un à l'autre, quel que soit ce qu'il pourrait arriver. Le brave aventurier partit, mais ne revint jamais. Sa fiancée guetta son retour toute sa vie. Âgée, elle pria le grand esprit de laisser un signe d'adieu à son amoureux. À sa mort, un grand éclair frappa le rocher au milieu des chutes. Il en fut sculpté le visage de cette vieille dame regardant au loin. Les Algonquins ont appelé cette chute Cocomis, c'est-à-dire ta grand-mère. Et le nom en fut attribué à la ville qui a été fondée en 1898. Enfin, j'aurais envie de conclure cette vidéo réflexion partagée avec vous aujourd'hui autour finalement non pas de la question du prana, mais plus de l'équilibre nécessaire à tout dans la vie. Pour que vie il y a aussi une notion d'équilibre à développer, entretenir, maintenir, et en l'occurrence entre la théorie et la pratique, entre le savoir et la connaissance, entre croire à ce que je vois ou voir ce que je crois, c'est autre chose, c'est pas tout à fait la même chose. Et le mot de la conclusion pour cette vidéo ira à Jean Gabin, qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Je crois que c'est véritablement de ça dont il est question, à savoir que plus nous reculons les limites de notre ignorance, plus nous apprenons, plus nous expérimentons, plus nous découvrons, et plus nous nous rendons compte que le mystère est grand, et que nous sommes autant infiniment grands qu'infiniment petits, que nous sommes à la fois tout puissants et en même temps si vulnérables, que nous sommes à la fois tout et rien,
Et c'est véritablement l'illustration de ce petit moi égotique qui aime se nourrir de théories et se gonfler de croyances, le plus souvent limitantes, et de ce grand soi lié à la conscience qui nous permet de comprendre au-delà des mots. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Merci à vous, à très bientôt.